Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis de vous savoir fidèles à notre rendez-vous hebdomadaire à Rétro 7, dont la mise en onde est assurée par Haïté Vincent au micro d'Ela Agbo. Et l'invité de ce matin est un économiste, un professeur des universités, mais c'est surtout en sa qualité d'homme politique que nous l'accueillons ce jour. Il s'agit, pour ne pas faire durer le suspense, du président de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, ADI, candidat malheureux au présidentiel de 2015 et de 2020, le professeur Tchabouré Aimé Gogué. Le combat de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral en vue de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit au Togo, les menaces sécuritaires qui pèsent sur le pays, la vie chère et les dernières mesures d'accompagnement prises par le gouvernement à la suite de la nouvelle augmentation des prix des produits pétroliers, la demande de pardon de l'ex-président Blaise Compaoré au peuple burkinabé sont les principaux sujets au menu de l'entretien de ce matin. Bonjour professeur, heureux de vous accueillir ce matin dans ce studio. Bonjour Monsieur Agbo, c'est un plaisir pour moi également de vous retrouver, surtout depuis l'Assemblée nationale, et aussi je dis bonjour aux auditeurs. Voilà. Alors l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, votre parti politique, le parti dont vous êtes le président, est bien né en 1991. Oui. Voilà. Et alors, voudriez-vous bien résumer en quelques mots et nous rappeler les circonstances dans lesquelles ADI a été créé et quelles sont vos ambitions pour le Togo? Non, ADI a été créé dans la ferveur de la lutte pour la reconquête ou bien la consolidation de la démocratie, comme tu venais de le dire, en 91. D'abord, nous avons en 91, début 91, nous avons créé le CADI, Comité d'action pour le développement intégral, à la suite de il y avait de l'effervescence, vous vous rappelez, et les jeunes nous ont interpellés, vous nous disaient, mais écoutez, ça chauffe, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là, vous ne faites rien, alors qu'on avait déjà pensé à ça, et donc ça nous a donné poussé à créer le CADI. Oui. Bon, nous n'avons pas voulu en faire un parti avant la conférence nationale souveraine. Donc c'est juste après la conférence nationale souveraine, en octobre 91, que l'ADI a été créé pour la consolidation de la démocratie et pour impliquer les jeunes de partout, notamment de la région des Savanes, dans la lutte. Ouais. Alors, vous êtes récemment rentré au pays après, dit-on, 20 mois passés au Canada. Dans quel état avez-vous trouvé le parti? Vos militants n'étaient-ils pas démobilisés? Bon, je ne crois pas que cela dit simplement. Hein. Je crois que les Togolais sont démobilisés, surtout avec ce qui s'est passé lors des élections de 2020 et avec la Covid également aidant. Donc, la population est démobilisée et les partis notamment. Il fallait les réveiller, les encourager pour que ce que nous cherchons, nous n'avons pas encore obtenu. Nous ne pouvons pas nous arrêter au milieu du chemin. Et c'est ce travail qu'on fait. Bien, alors, ADI a 31 ans d'existence. Il fait donc partie des tout premiers partis politiques ayant vu le jour dès l'ouverture démocratique au Togo. Alors, un regard rétrospectif sur votre parcours, quelles sont vos satisfactions et quels sont vos échecs, les échecs que vous reconnaissez? Les échecs sont beaucoup plus nombreux. Vous savez, nous avons créé l'ADI pour l'alternance, pour consolider la démocratie. Malheureusement, nous ne sommes pas encore arrivés. Il y a probablement un recul sur beaucoup de points. Bon, il y a des avancées quelque part, mais beaucoup plus de recul. Deuxième point, comme parti politique, on crée pour accéder au pouvoir. Malheureusement, nous sommes loin de cela. Ça, c'est... Et puis, quand même, il faut dire, ce n'est pas seulement une préoccupation de l'ADI. L'ADI œuvre beaucoup plus pour l'alternance que l'accès de son leader au gouvernement, au pouvoir suprême. Oui. Donc, le fait que toute l'opposition n'ait pas encore obtenu l'alternance et le changement que nous souhaitons, ça, nous devons assumer, nous devons reconnaître que c'est un échec. Oui. Pour les satisfactions, nous savons que la population est de plus en plus sensibilisée aux problèmes que nous avons et nous espérons qu'elle va prendre beaucoup plus conscience de son implication, de la nécessité de son implication dans la lutte. Donc c'est ça que nous attendons. Nous avons eu 3 députés aux élections de 2013. Malheureusement, nous n'avons pas participé. Heureusement, nous n'avons pas participé aux élections de 2018, comme vous le savez. Et bon, donc ça, c'est pas bon. Et c'est un regret, vous regrettez de n'avoir pas participé à ces élections-là? Oui.
dans la mesure où nous avons laissé le boulevard aux autres. Oui. Disons qu'il y avait des raisons qui justifieraient notre attitude, puisque nous étions dans une coalition. Je ne parle pas des positions individuelles des partis, mais je parle de la coalition. Il y avait des raisons qui, je peux dire, demeurent toujours. Le cadre électoral n'était pas bien. On avait beaucoup plus pensé que la CEDEAO devait nous aider pour améliorer les conditions électorales, ce qui n'a pas été fait. Bon, nous avons écouté. Donc, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Voilà. Oui, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous n'avancez pas véritablement parce que qui nous oui, Hadi, je veux dire. Ah Hadi, oui, bien sûr. Voilà, qu'est-ce qui explique que Hadi, en principe, avec tout le temps, depuis le temps que Hadi existe. Non, Hadi vous savez, nous n'avons pas. Si vous savez, Hadi avait mis beaucoup plus l'accent sur l'union de l'opposition. Oui. Beaucoup. Et je peux dire même exclusivement, quitte à ne pas se faire connaître. Ceci a duré jusqu'en 2011, 2012. Et c'est à partir de ce moment qu'on s'est dit, mais écoutez, on va travailler ensemble pour l'opposition, mais quand même, il faut faire plus d'efforts pour nous faire connaître sur le terrain, nous-mêmes, en tant qu'Hadi, tout en travaillant pour l'union de l'opposition. Donc, c'est ça qui explique un peu le fait qu'on s'est fait connaître un peu tard. Et ça a joué nécessairement. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous parliez des élections. Alors, vous étiez encore au Canada quand la loi relative à la charte des partis politiques a été modifiée. Vous en avez certainement été informé. Comment trouvez-vous les modifications apportées à cette loi? Non, certaines modifications, je crois que sont nécessaires. Vous voyez, nous avons 120 partis politiques. Il y en a combien qui sont dynamiques? Il y en a peu qui sont dynamiques. Je crois que si ça peut permettre aux partis politiques créés ou à créer de devenir plus dynamiques et de faire le travail que tout parti politique doit faire, c'est-à-dire sensibiliser la population pour un meilleur devenir pour nous tous ensemble, je crois que c'est une bonne chose. Il y a certaines dispositions qu'on a critiquées, nécessairement, probablement l'origine du candidat à la présidentielle. Du candidat à la présidentielle. Bon, ça, je ne sais pas si c'est nécessaire. Bon, c'est à voir. Oui. Alors, donc, si je vous comprends, vous êtes satisfait de l'ensemble des modifications qui ont été portées? Oui, si c'est pour rendre dynamique les partis, pour dynamiser les partis, oui. Je crois que c'est une bonne chose. Voilà, il est désormais fait obligation aux partis politiques de tenir au moins un congrès tous les 5 ans et de rendre compte en matière de gestion financière à la Cour des comptes. À quand remonte votre dernier congrès à Hadi? C'est loin. Ça remonte à 2015. Ouais. Disons que nous devions faire un congrès en 2000. On pensait faire en 2019. Malheureusement, il y avait eu. Bon, nous étions dans le problème des manifestations de 2017-2018, et 2019 également. Ceci ne nous a pas permis de faire le congrès. Bon, après les élections présidentielles 2020, il y a eu la Covid. Et comme je suis revenu, nous allons probablement faire le congrès bientôt. Voilà. Alors, vous êtes aux manettes de Hadi depuis sa création? Non. Hadi est le premier parti qui a fait un changement normal. C'est le docteur Kampativ qui était le président, oui. Le premier président, et puis je l'ai succédé. Voilà. Donc, la loi portant modification du code électoral a été également modifiée le même jour que celle portant modification de la charte des partis politiques. Alors, vous disiez au début de l'année 2021 que, je cite, la crispation politique, sociopolitique que connaît le Togo ne connaîtra pas de dénouement sans la prise en compte des revendications politiques majeures tendant au déverrouillage des institutions, à la création d'un cadre électoral et d'exercice d'activités politiques apaisées, sécurisées et respectueux des opinions des uns et des autres. Fin de citation. Alors, quelle est votre appréciation sur le code électoral actuellement en vigueur? Bon, il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce que, par exemple, le problème d'authentification des bulletins de vote. Ça se pose toujours. Je crois qu'ils ont accepté le principe de signature. Je ne sais pas si c'est introduit dans le code électoral, de signature des bulletins de vote. Mais malheureusement, ils ont mis la possibilité d'avoir encore des anagrammes, bien comme on appelle ça, oui. Sur ça. Bon, ça, c'est un problème. Bon, ensuite, la CENI, je sais que c'est ça qui vous intéresse. A priori, en disant CENI indépendante, avec des représentants de partis politiques, il y a incohérence totale. Et pour nous, il ne fallait pas des représentants des partis politiques dans une CENI, bon, même si nous sommes membres, ce qui nous satisfait. Mais cette formule n'arrange pas. Surtout qu'avec la compréhension de la politique dans nos pays,
on dit la majorité, il y a majorité mécanique et il n'y a pas de discussion, il n'y a même pas prise en compte des positions des minoritaires. Je crois que peut-être dans le règlement intérieur, il fallait trouver des moyens pour que certaines décisions soient prises à une majorité qualifiée, ce qui n'est pas le cas. Je crois que en tout cas, ça pose sérieux problème. Voilà. La CENI a toujours été un sujet de crispation entre l'opposition et le pouvoir. La nouvelle CENI est déjà en place et comme tout à l'heure vous l'avez dit, votre parti est représenté au titre de l'opposition extra-parlementaire. Alors, de même que le MCD de Maître Tchassona qui dit lui clairement préférer une CENI technique à une CENI politique telle qu'elle existe aujourd'hui. Je vous prie de l'écouter. Une CENI politique telle qu'elle existe aujourd'hui. Vous imaginez, c'est les députés actuels, ceux qui sont à l'Assemblée, qui décident du sort des élections qui vont arriver demain. Parce que la désignation des membres de la CENI, c'est eux qui le font. Vous envoyez vos candidatures, c'est l'Assemblée qui désigne. Au nom de quel principe? Prenez la Constitution du Togo. Dites-moi la disposition constitutionnelle qui définit les compétences de l'Assemblée en cette matière-là. Il n'y en a pas. On dit, voilà, vous avez une parité. Le parti au pouvoir a presque une moitié des élus et vous partagez les autres moitiés. Ça veut dire que je compare un chef de village de 8 concessions qui a des problèmes avec ses habitants. On dit, bon voilà, pour régler le problème, il faut mettre en place une commission paritaire. Chef, toi tu désignes 8 personnes, les autres concessions désignent 8 personnes. Est-ce à dire que l'ensemble des concessions ont le même problème vis-à-vis du chef? Chaque concession vient représenter ses propres intérêts. Les problèmes de l'autre n'intéressent pas celui-ci. Mais le chef, lui, vient en position de force parce que sa délégation est homogène. Elle a un intérêt commun et identifié. Ce qui fait que vous arrivez à la CENI, vous avez des partis qui sont là, mais qui disent qu'ils représentent l'opposition. En réalité, ils ne représentent qu'eux-mêmes. La CENI politique est un leurre. C'est une véritable escroquerie. Il faut l'abandonner. Il faut imaginer un type de CENI technique. On me dit au Togo que les gens ne sont pas neutres. Oui, peut-être que les gens ne sont pas politiquement neutres, mais si on imagine cette organisation de la CENI sur la base des structures qui existent, les structures sont neutres par essence. Quand on dit par exemple la désignation des membres de CENI, on demande que c'est des corps constitués qui proposent des gens sur la base des élections. Ordre des avocats, proposez-nous une personne. Ordre des pharmaciens, proposez-nous une personne. La chambre, proposez-nous une personne. Le patronat, proposez-nous quelqu'un. La chambre de commerce, proposez-nous quelqu'un. Les journalistes, proposez-nous quelqu'un. C'est sur la base des élections que vous désignez. Il est peut-être militant d'un parti, mais il vient au nom d'une structure. Donc, l'ensemble de ces contradictions qui viennent se neutralisent pour faire un travail d'intérêt national. C'est ce que je préconise. Alors, c'était donc Maître Tchassona. Il était reçu lundi dernier dans l'émission Audi Actu par Joachim Agbetim. Alors, un commentaire sur ces propos? Non, je crois que, comme je l'ai dit, les CENI politique, ce n'est pas une bonne chose parce qu'il manque de neutralité. Dans la mesure où la partisanerie est trop forte. Et puis, comme on dit, la majorité mécanique ne permet pas de discussion. Bon, en fait, actuellement, notre CENI, c'est comme un service, qui dépend d'un service du ministère, pas d'une direction, même d'un service du ministère de l'administration territoriale. Donc, vous voyez, c'est trop politique et il y a manque d'objectivité. Il faut une cellule technique, mais comme il a bien dit, c'est vrai, chez nous, on vous dit, les gens, il n'y a pas de neutre, mais c'est mieux. Je suis sûr qu'il y a plein de gens de neutres, parce qu'on n'en veut pas, on ne veut pas s'y engager. Moi, j'en avais discuté avec certains membres du NIR, je leur ai dit, bon, ça ne les intéresse pas dans la mesure où ça les arrange. Alors, bien, professeur Gogué, et malgré cette composition de la CENI, et malgré cette CENI qui est politique, des élections régionales et législatives sont prévues pour l'année 2023. Est-ce que Adi se prépare à y participer? C'est toujours un grand débat, disons qu'on réfléchit au niveau du parti, mais nous tenons compte des expériences que nous avons eues. Vous savez, on a eu des expériences de boycott comme de participation, beaucoup plus de participation que de boycott. Nous avons boycotté les élections législatives de 2002. Oui. Et ça a entraîné la constitution que nous avons eue jusqu'à la modification de la constitution. Nous avons boycotté les élections législatives de 2018 et vous connaissez les conséquences. Nous avons boycotté les élections présidentielles de 1993. Oui. Il y a des maires restés au pouvoir jusqu'à son décès. Bon, c'est un débat. Personnellement, je pense que la probabilité que je sois pour le boycott est très faible. Voilà. Alors, maintenant,
Maître professeur Grégory, pardon, l'opposition a perdu, et vous le savez, de son superbe. Elle ne pèse presque plus sur les événements dans le pays. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, dites-nous alors pourquoi l'opposition est-elle si laminée et que préconisez-vous pour repartir avec de meilleures chances d'atteindre vos objectifs? L'opposition laminée, ouais, moi j'ai une perception de la chose. Je crois que la lutte que nous menons, identifier l'opposition comme le perdant, je ne pense pas que ce soit correct. C'est la population qui a perdu. Bon, évidemment, on peut dire que nous sommes les candidats, c'est nous qui souffrons, c'est nous qui avons dépensé des énergies, des ressources physiques, financières, etc. Nous avons perdu. Mais en même temps, je crois que la population est perdue. Nous avons le devoir de sensibiliser la population pour qu'elle considère que la lutte que nous menons, c'est à elle de mener. C'est à elle qui doit se levée et non dire que c'est l'opposition qui a déçu, c'est l'opposition qui a perdu. Lorsqu'on perçoit le problème actuel ainsi, je crois que nous ne pouvons pas nous en sortir. Il faut que la population, si elle est d'accord pour la nécessité de la consolidation de la démocratie, il faut que la population prenne ça en charge, pense que c'est sa lutte elle-même qu'elle mène. Bon, vous savez, il n'y a pas longtemps, un sondage disait que beaucoup de Togolais se disent déçus des leaders de l'opposition. Non, bien sûr, c'est une mauvaise conception. Écoutez, si on prend les élections qui se passent, il y a plein... Regardez le comportement des populations, l'achat de conscience. Pour 2000 francs, les gens sont prêts à faire du n'importe quoi. Est-ce que ça, c'est les leaders de l'opposition, malgré le fait qu'on les a sensibilisés? Mais il y a des gens, des Togolais, qui font tout pour se faire voir dans les partis politiques d'opposition, qu'on puisse les mettre dans le bureau de vote pour pouvoir être corrompus par unir. Est-ce que ça, c'est la faute des leaders d'opposition? Nous faisons tout. Parfois, des gens sont avec vous pendant des mois. Vous avez confiance en lui, vous le mettez dans le bureau de vote, il fait n'importe quoi. Mais est-ce que vous reconnaissez quand même que vous avez commis, l'opposition, les leaders ont commis beaucoup d'erreurs de stratégie? C'est possible, puisque... vous avez reconnu tout à l'heure le boycott des élections? Oui, le boycott des élections, ça c'est bon. Certains pensent que non, mais c'est une erreur. Est-ce que vos relations aussi... Voilà, je vais vous citer encore une fois. Oui. Depuis 2019, plusieurs compatriotes supposés lutter pour l'alternance et la démocratie dans le pays semblent se livrer à un sport très populaire. Déterminer qui peut le plus insulter ou dénigrer le leader d'un autre parti ou un activiste politique, sans oublier les mensonges et les diffamations à partir des rumeurs qui ne résistent pas de simples analyses de cohérence. Ces mots sont du professeur Goké. Vous le reconnaissez? C'est vrai. Voilà. Non, je me reconnais. Alors, vous déploriez donc les insultes et dénigrements entre les leaders politiques et les attaques des supposés militants ou sympathisants de l'opposition contre les responsables politiques. Et vous invitiez les Togolais à observer une trêve, car disiez-vous, ce comportement les éloigne de l'objectif de l'alternance et de la démocratie tant souhaité. Avez-vous le sentiment d'avoir été écouté? Non. Malheureusement, non. En fait, même dans la vie, je ne comprends pas comment on peut se mettre à insulter quelqu'un. Moi, je n'ai pas appris ça. Insulter quelqu'un qu'on ne connaît même pas, avec qui on n'a jamais discuté, parce qu'on a entendu quelque chose et c'est fini. On l'insulte. Moi, un jour, quelqu'un m'a mis que je suis bémélan. Mais c'est pas possible. J'ai dit, est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Oui. C'est pas possible. Bon, des affaires de 30 millions. J'étais le premier à le reconnaître publiquement. Mais moi, je ne savais pas du tout que les Togolais allaient considérer ça, qu'on donne à 14 leaders de l'opposition, 14 chefs de partis politiques, 30 millions. Et avec 30 millions, on va les corrompre pour qu'ils se détournent de la lutte. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais imaginé ça dans ma tête. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais imaginé. Malheureusement, je ne suis pas écouté. Il y a des spécialistes en ça. C'est le sport favori des Togolais sur les plateformes. Oui, et à votre avis, qu'est-ce que vous devriez faire aussi, vous, entre leaders politiques? Parce que quand on écoute les uns les autres, parfois, ce n'est pas toujours le grand tabou. Non, c'est à nous de faire des efforts. Est-ce que ça n'affaiblit pas votre lutte? Non, bien sûr. Bon, mais ce n'est pas le grand amour, mais quand même ça... Bon, peut-être que des gens ont des commandes. Ça peut démobiliser c'est sûr. Voilà. Mais moi, ce que j'ai voulu avec ce truc, j'ai contacté des leaders pour qu'on fasse un effort pour parler à nos militants d'éviter ce comportement. C'est tout ce que je peux faire. Voilà. Alors, place maintenant à l'actualité nationale de la semaine, mais avant de reprendre notre entretien, Hervé Essay nous rappelle une première série d'événements ayant marqué la vie sociopolitique cette semaine au Togo.
Le président ghanéen Nana Akufo-Addo était jeudi à Lomé où il a été accueilli par son homologue togolais Faure Gnassingbé. Les deux chefs d'État ont eu un entretien au cours duquel ils ont abordé différents sujets, dont celui relatif au renforcement des relations entre leurs deux pays et la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Pour être efficace, la lutte contre le terrorisme a autant besoin d'une synergie d'action dans l'espace sous-régional que de l'apport de toutes les couches sociales en interne. C'est ainsi qu'au cours d'une rencontre organisée vendredi à Lomé par la direction des du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, il a été demandé aux responsables des fédérations des organisations religieuses d'apporter leur contribution à la lutte contre l'extrémisme violent. La direction des cultes a saisi l'occasion de ces échanges pour rappeler aux responsables de ces fédérations la correspondance du ministre Payado Aboukossi relative à l'implantation dite anarchique des lieux de culte et la lutte contre les nuisances sonores. Réuni lundi sous la présidence du chef de l'État, le Conseil des ministres a notamment examiné 2 projets de décret. Ceux-ci portent sur le code de la route, l'approbation du document de politique, de l'industrie, du textile et de l'habillement au Togo. Selon le communiqué ayant sanctionné ces travaux, le nouveau code permettra notamment de mettre un accent particulier sur le système de formation à l'obtention du permis de conduire et les règles applicables à la circulation routière. Professeur Akoda Iwadan, porte-parole du gouvernement. Il est question d'un décret qui fixe les modalités d'application de la loi de 2013. Si l'on repart un tout petit peu en arrière, on sait que nous avions hérité d'un code dans les années 30. La loi de 2013 est venue actualiser les dispositions de ce code, mais aujourd'hui, au regard des nouveaux types de mobilité et des nouveaux comportements, il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles les forces de l'ordre, les contrôles doivent s'exercer. Au-delà des textes, ce sont les comportements qu'il faut changer. Il y a un cadre juridique qui est posé. Les textes sont prévus pour réguler le secteur, mais ce sont les individus aussi qui doivent prendre leurs responsabilités dans ce qu'ils font de leur utilisation de la route. Par ailleurs, le Conseil a écouté 4 communications portant respectivement sur le bilan de l'année scolaire qui vient de s'achever, la dématérialisation des procédures et services publics, le projet de réorganisation du transport public urbain de personnes et enfin le développement de fermes modèles par le mécanisme incitatif de financement agricole MIFA fondé sur le partage de risques. Suite à la dernière augmentation des prix des produits pétroliers, le gouvernement a décidé mardi de réajuster les tarifs de franchissement des véhicules par catégorie au poste de péage, une mesure diversement appréciée par les usagers de la route. On a augmenté le carburant, on n'a pas augmenté le tarif et on continue comme ça avec les péages. Il faut voir, n'importe où, le péage n'est pas arrivé comme nous on paye. Ça c'est 15 places, je fais le même 5 ans, c'est aller-retour, ça fait 6 000, je paye péage. 5 péages dans 600 et quelques kilomètres. On va laisser péage, à faire des péages, on n'a qu'à laisser. On rentre souvent au Ghana là, ils ont laissé péage à cause des carburants. Ils disent qu'ils ont diminué, mais on n'a pas encore su qu'ils ont diminué parce que c'est sur l'ancien prix que nous on paye pour le moment. Ils ont dit que de diminuer le péage maintenant, nous sommes contents maintenant. Avant là vraiment c'est pas la peine. Voilà. Avant là on paye 4 000. Maintenant ils ont diminué, ça est devenu 3 500 maintenant. Non c'est d'avier. Moi j'avais pris d'avier à Nussito, c'est 150 tu vois. Mais je vais donner 50 francs là-bas, retour c'est 50 francs. Il me reste 50 francs. Mais le gouvernement gagne 100 francs. Mais il ne paie pas le carburant. C'est moi qui paie le carburant. Je veux qu'on laisse le péage là. Par ailleurs, la mesure portant suspension du paiement des taxes et de tickets de marché a été prorogée de 3 mois à compter du 1er août 2022 sur toute l'étendue du territoire national. La journée africaine des mers et des océans a été célébrée lundi au Togo sous le thème « Renforcer le programme de l'économie bleue en Afrique ». Pour la circonstance, une rencontre a été organisée par l'Organisation des femmes du secteur maritime des pays membres de l'Union africaine. Objectif, protéger l'environnement marin. Yevona Akwele Adalete Lawson, présidente continentale WIM Africa, Women in Maritime Africa. C'est l'occasion de lancer un appel à toutes nos communautés, à toutes les populations pour que nous prenions soin de nos mers et de nos océans. Tout ce qui concerne l'érosion côtière et aussi l'émancipation de la femme. La femme doit pouvoir s'autonomiser. Bien, professeur, notre pays est dans le collimateur des terroristes et notamment dans l'extrême nord du pays, et à Kwenjal. Vous connaissez bien cette région, c'est un peu votre fief, ou plutôt c'était votre fief au regard des résultats des municipales. Alors comment vivez-vous ces souffrances, ces drames qui ont pour cadre les savanes? Non, c'est tragique, hein, c'est dramatique. Vous savez, c'est une zone assez pauvre et défavorisée, qui est ignorée un peu par le gouvernement. Comme on le dit parfois, on l'appelle le 6e continent. Et ce drame vient s'imposer
encore plus à la population. Et il y a les déplacés continus, les gens continuent pas à se déplacer, donc c'est quelque chose de très dramatique, difficile à supporter et qui demande qu'on s'y attaque sérieusement. Oui. Alors, dans quel état se trouvent aujourd'hui nos compatriotes de cette région, victimes donc de l'extrémisme violent, et quel est aujourd'hui leur quotidien? Non, c'est ce que je vous dis, il y a beaucoup de gens qui se déplacent, qui fuient la zone. Parce que même le gouvernement leur dit de retourner, mais ils se demandent, mais il vaut mieux que je sauve ma vie que de respecter le gouvernement. Oui, premier point. Deuxième point, c'est des gens, l'activité principale, c'est l'agriculture. Et vous voyez, nous sommes en saison des pluies et les gens quittent, et je crois que c'est assez dramatique. Bon, les gens, parfois, ils vont dans les paroisses, dans les églises, ou parfois, ils sont recueillis par des parents, oui, ou bien des familles inconnues. Bon, ça pèse. À court terme, il va y avoir des problèmes, surtout à moyen terme. Si ça continue, vous savez, la saison ne sera pas bonne. Et on ne sait pas ce qui va arriver l'année prochaine. Voilà. Alors, le chef de l'État disait récemment que la lutte contre le terrorisme n'est pas seulement une affaire militaire. Un avis partagé par un groupe de partis politiques dont a dit, et pour vous et vos amis, cette lutte doit aussi intégrer, dites-vous, le développement, la construction d'un véritable État-nation et la coopération sous-régionale et internationale. Fin de citation. Alors, voudriez-vous bien approfondir votre pensée pour nos auditrices et auditeurs? Non, ce n'est pas exclusivement militaire. Bon, hier, j'appelais les gens, la population à s'associer à l'armée. Je sais ce que l'armée a fait, ou bien fait à la population actuelle. Bon, ils sont formés, je regrette de le dire, mais pour mater les manifestations publiques. En fait, ça, ce n'est même pas le rôle de l'armée. Malheureusement, on les utilise pour ça. Donc, il y a une grande méfiance entre la population et l'armée. Malheureusement, il faut qu'on arrive à résoudre ce problème. Ça ne veut pas dire que l'armée doit changer de comportement, parce que, en fait, le terrorisme, c'est un nouveau phénomène. Donc, il faut que ça change de comportement. C'est pour ça que nous disons d'abord qu'il faut que le gouvernement, ce n'est pas une lutte exclusivement militaire. Ensuite, ce n'est pas le gouvernement seul qui a la capacité de réfléchir pour trouver la bonne stratégie. Ce n'est pas politique. C'est un phénomène nouveau. Aucun membre du gouvernement ne peut prétendre aujourd'hui qu'il connaît mieux que quelqu'un de l'opposition. Ce n'est pas possible. Donc, si nous disons qu'il faut impliquer les partis politiques, ce n'est pas pour discuter politique, mais il est possible que certains membres de la politique ou bien des acteurs sociaux connaissent des choses, peuvent réfléchir pour donner des informations ou bien pour donner des stratégies pour changer les choses. Donc, c'est dans ce sens que nous parlons. Ensuite, nous pensons que le pays ne peut pas résoudre ça seul. Lorsque ça a commencé dans les pays du Sahel, en fait, moi, j'avais dit déjà qu'il faut que la CEDEAO y réfléchisse. C'est un phénomène qui intéresse toute la sous-région. Parce que si les gens viennent les supposés terroristes viennent du Burkina Faso, attaquent, et vont retourner au Burkina Faso, il faut qu'il y ait une entente entre le Togo et le Burkina. Ce n'est pas seulement laisser le droit de poursuivre, mais il faut que le Burkina aussi s'implique. Il faut qu'ensemble, que ce soit une stratégie conjointe pour pouvoir les combattre. Oui. En gros, c'est oui, ça. Vous parlez de développement. Qu'est-ce que le développement? Oui, le développement. Oui, la construction des véritables États et nations. Voilà, qu'est-ce que ça? Bien sûr. Les terroristes ont l'habitude de recruter parmi la population, parmi les pauvres. Les jeunes qui sont sans emploi, évidemment, ils vont avoir tendance à écouter les sirènes du terrorisme. Oui. C'est ça, ils vont penser que les terroristes sont là pour régler. Le problème d'État-nation, pour régler leurs problèmes. Alors que, évidemment, ce n'est pas ça. Ce qui les attend à terme, c'est d'être assassinés. Mais pour eux, ils pensent que ça va résoudre. État-nation, pourquoi? Parce que lorsque vous prenez... Au Togo, tout est politisé. Dans les campagnes, dans les villes, etc., le problème foncier, etc., tout est politisé. Lorsqu'on ne règle le problème que par la politique, et comme vous connaissez dans le cas du Togo, c'est la majorité unie qui prend toutes les décisions. Lorsque vous êtes de l'opposition, vous n'êtes pas... En tout cas, il n'y a pas de justice pour vous. Il va de soi que les gens vont penser que c'est mieux les terroristes. C'est mieux le terrorisme. Et puis, ce qui se passe actuellement, il faut que tous les Togolais se sentent concernés. Ce n'est pas simplement
les gens de la région des Savanes, mais c'est tout le monde. Je suis content que des partis politiques de tout le spectre de politique s'intéressent, se préoccupent de la situation. C'est pas ça que nous pouvons arriver. Alors, quelle est votre appréciation des efforts que le gouvernement mène en ce moment pour ramener la sécurité dans la région? Bon, il y a des efforts. C'est parce que vous êtes de là, vous connaissez, c'est pour ça que... Il y a des efforts militaires, mais malheureusement, au niveau politique, je ne sens pas. Et au niveau, l'inclusion des autres, je ne le sens pas. Le chef d'État est parti à Dapan, il a fait une réunion, c'est un marché public. Comment voulez-vous avoir l'appréciation des gens lorsque vous parlez à des centaines de gens? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est encouragé, mais il faut quand même qu'il y ait des efforts. J'y étais avant ce qui s'est passé à Antigua, là où il y a eu la bavure militaire. J'y étais avant. J'ai constaté que les autorités locales n'ont fait aucun effort pour expliquer à la population l'urgence sécuritaire. Oui. Non. L'état d'urgence sécuritaire. L'état d'urgence sécuritaire, non, ils n'ont rien fait parce que j'ai discuté avec la population. Moi, je les sensibilisais pour voir comment se comporter en cas d'attaque, même si je n'ai pas les compétences nécessaires, mais au moins ce que le minimum que vous avez, ce que j'ai, je leur dis. Et puis, le traitement, c'est pas possible. Ils sont tellement politisés lorsque nous voulons faire des petites réunions, même ne serait-ce qu'à expliquer aux gens comment se comporter. Je voulais faire une réunion avec une cinquantaine de gens. Lorsque je suis parti, il y a tout un cargo d'agents de forces de sécurité de défense et de sécurité qui sont venus sur le lieu. À quoi ça sert? Alors qu'on a besoin d'eux sur le front. Ouais, donc il y a des petits problèmes qu'il faut résoudre. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le chef de l'État a multiplié les séjours dans la région des Savanes où il a rencontré beaucoup de personnes, échangé directement avec les populations. Alors, quand on sait que la lutte contre le terrorisme a besoin de la coopération de tous les Togolais, d'après vous, qui connaissez très bien nos compatriotes des Savanes, je ne sais pas si, je voudrais encore insister, que doit faire le gouvernement pour s'assurer leur collaboration? Je voudrais vraiment, franchement, que... Non, il faut qu'il cesse de trop politiser les choses. Il faut qu'il cesse. Ça, ce n'est pas bon. Cette affaire de bœuf, on a arrêté la jeune femme qui a mis, je ne sais pas si vous avez lu, sur les plateformes. Est-ce qu'on a besoin de l'arrêter? Alors que le gouvernement, en principe, a presque reconnu tout ce qu'elle a dit. Le gouvernement ne discute pas, nous n'avons pas des informations, alors qu'il doit associer les journalistes pour pouvoir avoir les bonnes informations et participer à la sensibilisation de la population. Je crois qu'il faut essayer de dépolitiser. Est-ce que vous pensez que l'arrestation de cette dame peut contribuer à augmenter le mécontentement de la population? Mais bien sûr, qui va leur donner des informations ou bien qui va parler aux gens lorsqu'il sait que probablement on va l'arrêter? Les gens ne vont pas parler. Ça, c'est évident. Mais vraiment, je ne comprends pas cette situation qui s'est passée. Donc, il faut que la population et le gouvernement essaient de mettre les gens en confiance, éviter d'arrêter les gens en désordre, les détenus politiques qui sont là. Pourquoi? Pour quelle raison? Et je ne comprends pas. Donc, il faut qu'ils fassent un peu plus d'efforts pour être transparents. L'histoire des bœufs, vraiment, nous avons besoin de comprendre ce qui se passe parce que et puis, il stigmatise une partie de la population, les Peuls. Bon, moi, je connais beaucoup de Peuls, mais je ne pense pas que c'est des gens qui sont nécessairement impliqués, qui sont nécessairement des terroristes. Il ne faut pas impliquer toute une couche de la population en disant que c'est des terroristes. Oui, professeur, réagissant à la gestion des attaques terroristes au Togo et au Bénin, Amnesty International a demandé, dans un communiqué rendu public mercredi, à ces deux pays d'associer à la lutte contre l'extrémisme violent le respect des droits de l'homme. Nous écoutons Fabien Hoffner, chercheur au bureau régional de Amnesty International. Ce communiqué sur le Togo et le Bénin a été motivé d'une part évidemment par le constat de violation des droits humains dans les régions septentrionales de ces deux pays et dans un second temps par la visite du président français Emmanuel Macron au Bénin qui donnait une occasion médiatique d'attirer l'attention sur ce qu'il se passe dans ces deux pays. Il y a également un risque que ces attaques servent de prétexte à de nouvelles restrictions des libertés. Si l'on prend l'exemple du Togo, on a noté que 2 manifestations
prévus de partis de l'opposition ont été interdits au nom de la sécurité nationale, ce qui ne se justifie pas selon les règles du droit international qui demandent à ce qu'il y ait notamment la proportionnalité de la mesure dans ces prises de décision, ce qui ne semble pas avoir été le cas puisque par ailleurs des rassemblements de partisans du pouvoir ont été autorisés ou en tout cas ont pu se dérouler sans aucun problème. Le respect des droits humains peut contribuer à lutter contre le phénomène des groupes armés, même si évidemment c'est un problème extrêmement compliqué et que beaucoup de pays, pas seulement en Afrique de l'Ouest mais dans le monde, n'ont pas forcément su en venir à bout. Seulement, ce que l'on peut constater dans les pays voisins du Togo, le Burkina Faso et un petit peu plus loin le Mali, c'est que bien souvent la réponse des autorités, de l'armée, de la police, de la gendarmerie à ces attaques, quand elle s'est faite avec une extrême violence et de façon discriminatoire, peut évidemment produire des effets contre-productifs avec des gens qui ne voient pas forcément les forces de sécurité de leur pays comme des gens capables de les défendre, comme cela doit être leur rôle, mais comme à la fois des agresseurs de la même façon que le sont les groupes armés. Donc cela peut contribuer à brouiller les pistes. Et évidemment, c'est pas ce que l'on souhaite. La situation peut évidemment empirer, notamment si certaines communautés sont ciblées. Nous sommes dans une situation où les appels à faire taire les querelles politiques et à faire front contre le terrorisme ne doivent pas non plus justifier la restriction des libertés civiles et politiques, le droit de manifester et la possibilité pour les partis politiques de s'exprimer et éventuellement de dénoncer la façon dont est gérée la lutte contre les groupes armés. Bien, la suite de cette émission avec le professeur Tchabouré Aimé Gogué, président de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral ADI. Professeur, vous avez écouté Fabien Hoffner qui parlait du respect des droits de l'homme. Une réaction, un commentaire à ces Non, sur ces certainement. propos. Vous savez, généralement, lorsqu'il y a des situations comme ça, les gouvernements ont tendance à ignorer un peu les droits de l'homme. Or, je crois que c'est très important. Lorsque vous voulez la participation des populations, lorsque vous voulez la collaboration de la population, il faut qu'elle se sente en sécurité au niveau des droits. Vous voyez, actuellement, rien n'a été respecté. Si vous prenez le cas des bœufs, le gouvernement ne peut pas se lever, prendre des décisions sans référer à la justice. Dire que non, si on rend, ça fait une faiblesse, c'est comme si on encourage le terrorisme. Mais ça, un individu peut le dire, mais un gouvernement ne peut pas le dire, ne peut pas se comporter ainsi. C'est comme si vous êtes libre de faire ce que vous voulez parce que vous vous sentez offensé. Et nous venons de parler, donc pour les affaires de bœufs, il faut que la justice s'implique un peu. S'implique, pas un peu seulement s'implique. Deuxième chose pour cette affaire de dame, la dame dont j'ai parlé, mais vraiment, moi je ne comprends pas son arrestation. Je crois qu'en la libérant, ça peut aider à ce que les gens participent, à ce que les gens puissent leur donner des informations. Parce que quelqu'un qui a une information, peut-être que ça n'est pas nécessairement bien vérifié, mais ça peut les aider à mieux creuser les choses. Mais si la personne peut se dire, peut-être que je dis ça, on va m'arrêter, il ne va pas le dire. Donc ça n'encourage pas. Je crois qu'il faut faire des efforts pour respecter le droit. Bien, alors, nous allons changer de sujet. Le gouvernement procédait la semaine dernière à une nouvelle augmentation des prix des produits pétroliers. C'est la 3e augmentation depuis le mois de mars dernier. Dans le contexte de la vie chère, alors de votre point de vue, du point de vue de l'économiste que vous êtes, le gouvernement pouvait-il éviter cette nouvelle hausse? Bon, je n'ai pas suivi l'augmentation du prix sur le marché international. Mais disons que... Mais il se dit que le prix du baril a augmenté, que le dollar aussi... Le dollar aussi a augmenté, c'est apprécié. Donc je ne connais pas le taux d'augmentation, mais ce qu'il y a, il faut voir le taux d'augmentation, c'est très élevé. Si vous prenez le gazole, c'est passé... L'augmentation est forte, plus de 20, je crois près de 25%. C'est très élevé. Donc ça va créer des problèmes. Ça va créer des problèmes surtout aux populations, dans la mesure où le transport, surtout au Togo, le transport pèse lourd dans le panier de la ménagère, comme on dit. Il faut trouver souvent des mesures d'accompagnement, comme on le dit souvent. Oui. Mais les mesures... vous savez, le gouvernement a toujours accompagné les hausses des prix des produits pétroliers de certaines mesures. Oui, dites d'accompagnement. Aussi, a-t-il procédé à l'ajustement des tarifs des péages et prorogé pour une nouvelle durée de 3 mois la suspension du paiement des taxes et tickets? C'est ridicule. Bon, je ne sais pas combien de fois vous passez par le péage. Non. Si vous n'allez pas assez vieux, vous n'allez pas, vous ne payez aucun péage.
Donc ça ne vous touche pas. Oui. Vous n'êtes pas concerné par la diminution des prix de péage. Même si vous avez votre voiture, vous n'êtes pas touché par ça parce que c'est le même taux que vous payez. Oui. Ensuite, la taxe de marché pour 3 mois, mon cher. Et combien on paie? Quel est le montant de la taxe que les gens paient? C'est peanuts, comme diraient les Anglais. Non, vraiment, il faut faire beaucoup plus d'efforts que ça. À votre avis, quelles devraient être les mesures d'accompagnement à prendre par le gouvernement en vue de soutenir le pouvoir d'achat des populations aux prises donc avec la flambée des prix des produits et prestations en cette période de vie chère? Non, je sais que généralement le problème de s'occuper ou bien d'alléger les problèmes des gens se pose à deux niveaux. En tout cas, faire face à 2 défis. Oui. D'abord, le ciblage des gens qu'il faut aider, les gens qui ont besoin d'aide. Oui. Et de 2, on peut donner de l'aide à ceux qui n'en ont pas besoin. Oui. Bon, donc, il y a ce problème. Ce problème, mis à part, en tenant compte de ce phénomène, je crois qu'il faut faire des efforts pour se préoccuper de ce qui touche véritablement les populations les plus démunies. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas touchés. Nous aussi, nous sommes concernés. Oui. Mais compte tenu des moyens du pays, il faut le faire. Au niveau des transports, je crois qu'il faut faire des efforts un peu plus. Je crois que l'État devait faire des efforts pour ne pas augmenter à ce niveau le coût du pétrole. Deuxième chose, au niveau de l'alimentation. Là, il faut s'attaquer à l'ANSAT. Moi, je l'ai toujours fait, si vous vous rappelez, lorsque vous étiez à l'Assemblée. L'ANSAT ne joue pas son rôle. L'ANSAT a le devoir de vendre ou bien d'injecter sur le marché ces produits qu'il a stockés lorsqu'il a acheté au prix bas, d'injecter sur le marché pour que les prix des produits alimentaires diminuent. Mais l'ANSAT a vendu ces produits depuis longtemps et vous voyez, le prix des produits alimentaires augmente. Si l'ANSAT avait sa capacité, avait des stockages, l'ANSAT allait déverser sur le marché une partie de son stock pour faire baisser le prix. Malheureusement, le gouvernement a décrété qu'il faut baisser les prix. Les commerçants n'ont pas suivi, puisque l'ANSAT n'a pas la capacité de réagir. Et ça fait plusieurs années que je le dis. Malheureusement, comme dirait Lawson Nicolas, c'est ça. Non, c'est dommage. Bon, voilà, donc agir sur les prix des produits alimentaires qui touchent beaucoup, qui représentent un grand pourcentage du budget des gens démunis. Et puis le coût des transports ne fallait pas augmenter aussi. Alors, une rencontre d'échange avec les jeunes sur la démocratie et la paix, la dédicace d'un ouvrage intitulé Le Togo et l'usure de la démocratie, de la nécessité de rejoindre le Commonwealth d'Innocent Kagwara. L'hommage rendu par la communauté universitaire du Togo et d'ailleurs au défunt Charles Kondi Agba, qui sera inhumé ce samedi à Kabou, et le décès à Paris de l'artiste chanteur togolais Diaz Keteti sont les autres événements de la semaine au Togo retenus pour l'émission de ce matin. Pour nous les remémorer, nous nous tournons une fois encore vers Hervé Essay. Dans le but de consolider la démocratie et la paix au Togo, des jeunes, des partis politiques et mouvements citoyens ont été conviés à une journée de réflexion mardi à Lomé sur les actions concrètes à mener en cette période où le pays fait face à des menaces sécuritaires. Une initiative du ministère des Droits de l'Homme. Mbo Oubo, directeur du renforcement de la démocratie. Et cette activité est conçue dans l'exécution de la feuille de route du gouvernement. Nous voulons, à travers cette activité, contribuer à la formation citoyenne des jeunes et renforcer la démocratie représentative. Surtout que dans quelques mois, il y aura les élections régionales. Le Togo et l'usure de la démocratie, de la nécessité de rejoindre le Commonwealth, tel est le titre d'un ouvrage de 158 pages dont l'auteur est le président du Parti démocratique panafricain PDP, Innocent Kagwara. À travers les pages de cet ouvrage, dédicacé lundi à Lomé, l'auteur explique les limites de l'appartenance du Togo à la francophonie et les raisons qui militent en faveur de son intégration au Commonwealth. Innocent Kagwara. C'est un espace très dynamique et il faut que nous puissions nous préparer pour entrer dans cet espace-là et bénéficier des avantages liés à cet espace-là. C'est une mentalité même à changer, c'est l'audace, c'est beaucoup de courage, mais c'est la réussite garantie. Donc on n'a pas la prétention de dire que le simple fait de rentrer va résoudre les problèmes de développement du pays, mais nous disons que donnons-nous les chances, changeons notre façon de faire pour pouvoir bénéficier des avantages liés à cet espace. C'est ce samedi 30 juillet 2022 que le professeur Charles Kondi Agba sera inhumé à Kabou, son village natal. En prélude à cette inhumation, des universités
dignitaires togolais, africains et européens lui ont rendu un dernier hommage mercredi à Lomé. Membres du gouvernement, enseignants, parents, amis et étudiants ont salué la valeur de l'universitaire éminent, membre de l'Ordre des médecins vétérinaires du Togo et d'Afrique. Mabalo Kossi, président de l'Ordre national des médecins vétérinaires. Les qualités que nous retenons de l'homme, c'est un homme rigoureux, un homme ordonné, un homme qui ne fait pas les choses à hasard, mais c'est un gros travailleur. Et c'est au bout du travail qu'on a toujours le succès. Et ça, il nous l'a démontré, il nous l'a prouvé. Le professeur Agba nous a transmis de très bonnes connaissances, surtout des connaissances d'anatomie. Tous les étudiants qui ont eu à connaître le professeur Agba ont toujours en mémoire un très bon professeur. Agba vraiment nous a enseigné, Agba nous a montré le chemin à suivre. Nécrologie encore, Diez Keteti, ex-membre du groupe Afin Clan, n'est plus. De son vrai nom, Semanou Kossi, l'artiste a rendu l'âme mardi à Paris des suites d'une crise cardiaque. Bieveba, de mes vies, et enfin, je suis pas là pour les avoir. Sont quelques-unes des chansons qui ont révélé cet artiste au grand public. Professeur Gogué, le Conseil des ministres de cette semaine a écouté une communication sur l'année scolaire 2021-2022. Donc l'année scolaire qui est donc arrivée à son terme avec la proclamation la semaine dernière des résultats du bac 2. Le taux de réussite cette année est de 115,5%. Le ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, le professeur Dodji Kokoroko, se dit satisfait de l'année scolaire. En tant qu'enseignant, que pensez-vous de ces résultats et plus largement du système éducatif togolais? Bon, disons que je félicite ceux qui ont réussi et ensuite aussi les enseignants, le corps enseignant qui a permis que cela se passe. C'est ce qu'on peut dire. Et peut-être aussi le ministre qui a su mener l'année à son terme. Bon, certains. Bon, j'ai été aussi ministre de l'Éducation nationale. Et bon, les gens ne savent pas pendant un court temps, oui. Mais je l'ai été. Bon, la gestion de la crise, je ne suis pas d'accord avec lui, pas du tout. Parce que, écoutez, vous avez signé un mémorandum avec les gens. Vous avez eu des problèmes pour l'appliquer, discuter avec les gens pour trouver un accord. Vous n'avez pas appliqué sérieusement le mémorandum, vous l'avez changé, ils ont accepté et vous ne l'appliquez pas. Il est possible que les syndicats des enseignants aient commis des erreurs ou bien des fautes, même disons des fautes. Mais si vous êtes un être humain, vous aussi, vous devez reconnaître les fautes que vous avez commises. Ce n'est pas parce que vous avez la force que vous appliquez ce que... Ce n'est pas possible. Et on a sanctionné des enseignants, on les a renvoyés. On a mis certains à la disposition de la fonction publique. Oui, de l'administration publique. Ah oui. Alors que c'est un secteur qui a des déficits d'enseignants. Je ne pense pas que c'était la meilleure façon de le faire. Dans un état de droit, je ne pense pas que ça peut s'appliquer ainsi. Bon, moi, je ne pense pas. J'aurais été à sa place que je n'aurais pas agi ainsi. Le professeur Tchabouré Aimé Gogué, président de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, a dit, et tout à l'heure vous nous le rappeliez, vous avez été ministre donc, de l'Éducation nationale. Et un mot sur le système éducatif togolais aujourd'hui? Bon, disons qu'il y a eu des changements qu'il faut saluer, notamment la création des INFAD. Oui. Notre système éducatif se caractérisait par le fait que les gens ils terminent leurs études, ils ne savent rien faire avec la main et veulent aller dans l'administration publique ou se faire recruter. Bon, j'ose espérer qu'avec l'INFAD, le secteur agricole c'est le secteur le plus important de l'économie. Donc, il y avait seulement l'INFA et puis l'école supérieure d'agronomie de l'université de Lomé. Donc, ça ne formait pas suffisamment de cadres pour servir l'agriculture. Oui. Maintenant, avec la création des INFAD, je crois que ça va aider, même si le nombre est quand même assez limité par rapport au lycée d'enseignement général. Mais ce qu'il faut retenir encore, c'est que on a toujours parlé depuis, je peux dire les années 70, 80, du fait que l'enseignement n'est pas adapté aux besoins des marchés. Oui. Donc, on formait des chômeurs. Le nombre de chômeurs diplômés à l'université était plus élevé que dans les autres systèmes, dans des autres niveaux d'enseignement. Je crois que ça, il faut y réfléchir.
on a créé le système LMD. En principe, le système LMD, à chaque niveau de diplôme, vous pouvez aller travailler. Oui. Malheureusement, on sent que ce n'est pas ça. Ça n'arrive pas à répondre à ce problème. Je crois qu'il faut révolutionner un peu. Moi, j'étais très agréablement surpris lorsque on a créé le ministère de l'enseignement premier degré, deuxième degré, enseignement technique et artisanat, oui. Tout mis ensemble. Je crois que j'ai même, je crois que j'ai écrit quelque chose pour saluer cette initiative parce que je me disais qu'on pouvait alors mettre ça ensemble pour que les gens, une fois diplômés, même au niveau secondaire, puissent travailler. Mais malheureusement, ce n'est pas encore arrivé. Je crois qu'il faut sérieusement réfléchir vers cette tendance dans la mesure où nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de mettre beaucoup de ressources dans l'enseignement pour former des chômeurs. Oui. C'est ce que je veux dire. Alors, au cours d'une conférence de presse animée la semaine passée, le Parti du peuple et d'intégrité a fait certaines propositions relatives à la formation et au cursus des jeunes apprenants. Et il propose notamment que le bac ne soit plus le seul chemin qui donne accès aux études universitaires. Comment trouvez-vous cette idée? Vous qui avez beaucoup voyagé, notamment le Canada où vous enseignez aussi, et comment trouvez-vous cette idée-là, que le bac ne soit pas le seul parchemin qui donne accès aux études supérieures? Bon, disons que dans beaucoup de pays, c'est le bac. C'est ça. Bon, peut-être il y a certains domaines où parfois c'est études sur dossier, votre expérience professionnelle qui permet d'aller à l'université. Ça, c'est possible. C'est la révolution. Il faut réfléchir sérieusement pour que monter dans la hiérarchie de la profession ne soit pas uniquement lié au bac. Je crois qu'il faut y réfléchir. Bien, alors, le professeur Charles Kondi Agba, un enseignant, nous parlons du système éducatif, professeur titulaire des écoles vétérinaires, ancien diplomate, ancien ministre, militant du parti au pouvoir UNIR, n'est plus. Un hommage lui a été rendu mercredi dernier par la communauté universitaire. Il s'agit donc d'un collègue à vous, mais aussi d'un adversaire politique. Alors, quel souvenir garderez-vous de... Non, je connais Charles Kondi Agba depuis 1960. Ouais. Nous avons été au lycée ensemble. Nous avons connus, disons, après le concours d'entrée en 6e. Et c'est là que je l'ai connu à Mango. Et puis nous sommes venus ensemble au lycée Bonne-Carrère. Et ensuite, nous sommes partis au lycée de Tocoin en seconde. Et je crois que, ça je ne me rappelle pas, mais je crois qu'on a fait le Mathlem ensemble, série C ensemble. Mais après, lui est parti en série D. Et pour continuer à Dakar pour faire la médecine vétérinaire. Moi, j'étais parti au Canada pour faire les sciences éco. Donc, je l'ai connu, c'est quelqu'un de très chaleureux. Comme ils ont dit, quelqu'un a rendu hommage. Très chaleureux, très bosseur et puis très jovial. Et bon, évidemment, on ne s'entendait pas sur le plan politique, surtout sa dernière sortie concernant les partis d'opposition. Mais surtout, ce que j'ai admiré à lui, comme il est total, hein, et quand il s'engage à faire quelque chose, il le fait. Vous avez vu son engagement politique. Et bon, c'est sûr qu'on ne s'attendait pas surtout sur ça, mais quand même, il faut reconnaître que c'est un professeur. Bon, il ne m'a jamais enseigné, mais tel qu'on le dit, tel qu'il est, je crois il doit avoir été un bon enseignant. C'est dommage que c'est la nature qui perd. C'est dommage qu'on perde quelqu'un. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus... En tout cas, pas qu'il soit de l'opposition. Voilà. Eh bien, un autre Togolais, l'artiste-chanteur Diez Keteti, est également passé de Via Tripa. Le connaissiez-vous? Non, pas tellement. Mais pour moi, quand même, c'est toujours... c'est dommage. Bon, un être humain décède, c'est toujours mauvais. Mais les artistes, je les trouve très... C'est des gens que j'admire beaucoup. Parce qu'ils sont très inventifs. Ils ne marchent pas dans les chemins battus. Et je crois que c'est une perte. Surtout le Togo, nous n'avons pas beaucoup d'artistes qui sont connus comme ça. C'est une perte pour le Togo. Voilà. Un mot sur l'actualité internationale présent, mais avant de poser la prochaine question à notre invité, Anane Vidilako, fidèle à son poste, nous propose une sélection de quelques événements de la semaine.
L'ancien président burkinabé Blaise Compaoré a présenté mardi ses excuses à la famille Sankara. C'est à travers une lettre que Compaoré, condamné à perpétuité dans son pays, a demandé pardon au peuple burkinabé pour les actes commis durant son magistère et plus particulièrement à la famille de celui qu'il appelle son frère et ami Thomas Sankara. Un acte dénoncé par Germaine Pitroipa, conseillère du mémorial Thomas Sankara. Cette lettre, c'est le ridicule pour la simple et unique raison que Blaise, il y a à peine un mois, ne pouvait pas venir au procès pour répondre de ses actes. Il a été condamné et je pense que la sentence devrait être exécutée. S'il voulait demander pardon, c'était à ce procès-là. De surcroît, il semble qu'il a défié la justice en début juillet. Il sait où se trouve la famille Sankara. Il peut aller demander pardon à la famille Sankara. Blaise a été condamné, qu'il exécute sa peine. Même ceux qui sont des idolâtres de Blaise savent que Blaise n'a pas pu écrire cette lettre. Cette lettre ne peut pas être authentifiée par qui que ce soit. Le président français Emmanuel Macron a effectué cette semaine une tournée dans 3 pays africains, à savoir le Cameroun, le Bénin et la Guinée-Bissau. Il a rencontré respectivement durant son périple entamé mardi le président Paul Biya du Cameroun, Patrice Talon du Bénin et le Bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, président en exercice de la CEDEAO. Avec le président de la CEDEAO, Emmanuel Macron a réaffirmé l'engagement de la France à soutenir les pays de l'Afrique de l'Ouest sur le plan sécuritaire. Comme pour faire écho à cette tournée du président Macron en Afrique, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov, était aussi sur le continent. Il s'était rendu en Égypte, au Congo-Brazzaville, en Ouganda et en Éthiopie. L'objectif affiché par Moscou à travers cette tournée est de rassurer les pays lourdement dépendants des céréales ukrainiennes. La justice béninoise a libéré et placé sous contrôle judiciaire 30 militants de l'opposition en détention pour des faits commis lors de la présidentielle de 2021. Parmi eux figurent l'ancien ministre et préfet Ali Houdou et un jeune activiste proche de Yahi Boni. Ces libérations sont bien accueillies par l'opposition béninoise qui demande au président Talon d'aller plus loin. Alassane Tigri, vice-président du parti d'opposition, les démocrates. C'est une bonne chose et le président Patrice Talon est dans la bonne direction et l'opposition a toujours réclamé la libération de tous les détenus politiques et deuxièmement le retour sans condition des exilés et la tenue d'élections législatives inclusives, transparentes et paisibles. Nous avons toujours proposé au président Patrice Talon de prendre courageusement une loi d'amnistie générale qui puisse permettre aux détenus politiques tous et aux exilés politiques de revenir dans le pays. Certains citoyens congolais ont saccagé et pillé les locaux de la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO lundi, à Goma et à Butembo. Le bilan de ces manifestations contre ces bases de l'ONU fait état de 5 morts et d'une cinquantaine de blessés à Goma et de 10 morts à Butembo selon les autorités congolaises. Et puis en Tunisie, le référendum sur la nouvelle constitution porté par le président Kais Saied et soumis au vote des Tunisiens lundi a été adopté à plus de 94%. Selon les résultats officiels préliminaires de mardi, le oui l'emporte donc à une écrasante majorité, mais l'opposition dénonce ce résultat et parle d'une faible participation. Professeur Gogé, une délégation ivoirienne porteuse d'une lettre de Blaise Compaoré était reçue mardi dernier à Ouagadougou par le président de la transition burkinabé. Dans cette lettre, l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes qu'il a pu commettre durant son mandat et plus particulièrement à la famille de celui qu'il appelle son frère et ami Thomas Sankara. Je le cite: « J'assume et je déplore du fond du cœur toute la souffrance et les drames vécus par toutes les victimes durant tout le temps que j'ai passé à la tête du Burkina Faso », aurait-il écrit. Que pensez-vous de cette demande de pardon, le moment, la forme et le fond? Bon, c'est toujours bon de demander pardon, de reconnaître les erreurs qu'on a faites. Mais c'est dommage. Je connais bien Blaise Compaoré, je le connais très bien. Oui. C'est dommage, comme a dit la dame là, que le procès vient de se passer, il n'est pas assisté au procès, et puis un mois après, il demande pardon. Je crois que s'il avait assisté au procès, et dans ce cadre, il demandait pardon, je crois que ça aurait été plus élégant. Mais il aurait été jeté en prison? Bon, vous savez, vous commettez un crime,
c'est un crime originel. Bon, il a ses raisons. Hein. Je ne sais pas de justifier ou pas, ou bien de condamner ou pas. Bon, mais tuer quelqu'un, c'est assez fort. Ouais. Bon, et il a commis une faute, il faut l'assumer. Et peut-être le Burkina devrait... Je crois que s'il avait fait ça, il demandait pardon, ça aurait été beaucoup plus élégant. Il serait sorti grandi, plutôt que maintenant. Et les gens disent qu'on a l'impression que c'est plutôt le gouvernement ivoirien qui conduit le processus, qu'on ne sent pas on ne sent pas le président de l'ex-compagne, puisqu'il était récemment au Burkina Faso. Il était récemment au Burkina Faso. Pourquoi est-ce qu'il ne saisit pas cette occasion pour demander pardon et il n'a rien dit, il retourne, puisque sa visite a suscité un tollé. Enfin, oui, bien sûr. Voilà l'objectif. Non, il faut reconnaître que dans ce cadre aussi, les conditions n'étaient pas réunies qu'il demande pardon là-bas. Mais la seule chose, disons qu'il aurait pu demander pardon au moment. Ou bien même lorsqu'il est parti du pays, lorsqu'il a quitté en 2014, ben non, j'ai oublié quand. C'est dans 2014. Oui, lorsqu'il a quitté le pays, s'il avait présenté ses excuses en ce moment, je crois que ça aurait eu beaucoup plus de poids que maintenant. C'est dommage. Bien, alors changeons de sujet. Le président français a effectué un périple sur le continent cette semaine. Que retiendriez-vous de ce déplacement au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau? Bon, non, vous savez, il faut faire une bonne lecture de ce que nous vivons depuis les indépendances. Tout en disant qu'il ne faut pas... Ma position est la suivante. Je dis qu'il ne faut pas, après 60 ans d'indépendance, plus de 60 ans d'indépendance, rejeter tout ce que nous vivons sur la France-Afrique. Nous devons assumer une partie de ce que nous faisons. Évidemment, nous allons dire que ce n'est pas... On dit que chaque peuple mérite les chefs qu'il a. Nous ne reconnaissons pas aux chefs que nous avons actuellement. En tout cas, moi, je ne me reconnais pas tellement aux chefs que nous avons actuellement. Mais la population, si vous ne vous reconnaissez pas dans un chef, dans quelqu'un qui vous dirige, vous avez la possibilité de dire ce que vous voulez, de faire ce que vous devez faire. Donc, ce qu'on pense, c'est que, compte tenu des menaces qu'ils ont du côté de la volonté, surtout au niveau de la jeunesse, ce qui est une bonne chose, la jeunesse qui veut se faire partie de cette France-Afrique qui semble nous régenter, je crois que peut-être que par ce voyage, je souhaiterais peut-être réduire la tendance anti-gouvernance africaine que la France semble encourager. Je crois que c'est ça. Oui, le président Macron a traité la Russie au cours donc de ce voyage-là d'être la dernière puissance impériale coloniale en Afrique. Êtes-vous d'accord avec cette accusation? N'est-ce pas là plutôt le voleur aussi, le voleur qui écrit au voleur? Non, c'est ça. Moi, ce que je vais dire sur ce point, c'est que pour nous, Africains, nous confondons le panafricanisme, j'ai l'impression que nous n'avons pas bien compris. Le panafricanisme dit indépendance et puis solidarité. Nous devons nous développer nous devons être indépendants de tout groupe. Il est possible que la Russie ait des velléités également, la Chine ait des velléités, mais les Français, les Occidentaux ne peuvent pas dire que ce sont nos amis nécessairement, parce qu'ils ne sont pas ici pour nos intérêts. Donc ils n'ont qu'à nous laisser un peu la paix. C'est ce que je peux dire. Eh bien, une réaction maintenant à la libération de prisonniers politiques au Bénin, même si Patrice Talon refuse de les considérer comme tels. Alors cela vous fait-il rêver à la même mesure à l'égard de certains de vos compagnons et militants de l'opposition au Togo? Non, certainement. Je trouve totalement inadmissible d'arrêter quelqu'un à cause de ses opinions. C'est pas normal. Lorsque dans nos pays, l'État ne respecte pas le droit, et puis veut appliquer le droit aux faibles, je trouve que c'est totalement injuste. Donc, des gens, des Togolais qui ont arrêté. Moi, j'ai des parents qui ont été tabassés lors des événements de 2017, 2019. Ils sont sortis uniquement après une manifestation, on les tabasse. Des gens ont été arrêtés dans des circonstances comme ça. Ils n'ont pas participé même aux manifestations. On a accusé des gens parce qu'ils ont des coups d'atteinte à la sécurité de l'État. Ils sont en prison. Est-ce que c'est normal?
Je crois qu'il faut faire des efforts pour qu'on puisse se comprendre. Ce n'est pas parce qu'on est au pouvoir aujourd'hui qu'on doit tout faire pour arrêter, brimer les gens. Ça ne favorise pas le vivre ensemble. Il y a des gens qui sont arrêtés au Togo en tout cas, la justice, le système judiciaire de nos pays doit faire un peu plus d'efforts pour être à la hauteur de ce que la population entend d'elle. Oui. Alors, dernier sujet, la Tunisie. Quelle est votre opinion sur ce qui se passe en ce moment en Tunisie et d'une façon générale en Afrique? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on vit en ce moment un certain recul de la démocratie? Non, bien sûr que lorsque vous connaissez la Tunisie de Ben Ali, où tout était contrôlé, et puis que le jeune s'est suicidé, et après qu'on voit ce qui se passe actuellement, mais c'est dommage. C'est un véritable recul. Il prend le pouvoir, il a fait voter sa constitution à 94% du temps. Oui, c'est ça. Il faut vérifier si c'est 94% et puis vérifier le taux de participation. Je crois que c'est autour de 30%. Vous voyez, ça ne donne pas confiance. Donc ça veut dire que c'est 27% de la population qui ont voté pour la constitution. Ce n'est pas une bonne chose. Effectivement, il y a recul. Bon, les gens disent non, qu'à partir de là, les gens pensent que la démocratie n'est pas une bonne chose. Beaucoup de gens le disent. Ils pensent que non, il faut la dictature. Ils donnent l'exemple de Poutine, etc. Ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose. C'est dangereux ce que les responsables politiques font de cette démocratie que nous voulons tant. Je crois que c'est regrettable. Il y a véritablement des reculs dans beaucoup de pays. Bien, professeur, exceptionnellement, je vous donne 1 minute pour conclure cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire aux Togolais pour leur dire au revoir ce matin? Non, c'est la situation sécuritaire. Bon, nous avons parlé de l'armée. C'est important d'insister dessus. L'armée que nous avons n'est pas nécessairement préparée pour la situation actuelle. La formation doit changer au niveau de l'armée, pour que les gens soient un peu plus, prennent un peu d'initiative. La discipline, on ne peut pas dire qu'on ne veut pas la discipline militaire. La discipline dans l'armée, c'est ça qui fait la force de l'armée. Mais en même temps, il faut qu'on trouve des moyens pour que les gens soient plus libérés. Et il faut que l'armée cesse de prendre la population comme adversaire et se limite à tabasser les gens. Donc, une fois que ça dit, une fois qu'ils ont ce comportement, j'appelle la population à faire des efforts pour aider un peu l'armée à combattre le terrorisme dans lequel nous vivons. Bien. C'est la fin de cet entretien avec le président de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, le professeur Tchabouré Aimé Gogué, que je remercie pour avoir accepté de se prêter à cet exercice. Ma gratitude à vous également, auditrices et auditeurs de la 96.fm. À Hervé Essai, à Nané Vidirakou, à Ité Messan, à qui nous devons la mise en onde de cette émission qui est rediffusée, je le rappelle, le dimanche à partir de 11h. Retrouvez-nous samedi prochain sur la même fréquence et à la même heure si Dieu le veut. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.